Eh bien, pour poursuivre mes études sur le transfert, je vais essayer de vous parler de moi dans ma relation à une jeune femme, dont je peux dire que l'analyse s'est terminée par un échec, même s'il est venu me voir pendant des années. Elle est venue, au départ, elle m'a beaucoup parlé, et puis sa parole s'est raréfiée avec le temps, de plus en plus raréfiée. Au départ, elle me parlait de rêves, et puis ensuite, elle n'en avait plus. Et elle a fini par partir. Donc, non pas sur une note du genre bon, ben, j'ai fait assez d'analyse, c'est bon, je me sens mieux, j'y vais. Mais je trouve plus quoi y dire, donc je m'en vais. Ce qui, quand même, n'est pas très rassurant. Alors, est-ce que je peux, parce que ça fait bien 10 ans que c'est terminé cette histoire-là, est-ce que je peux 10 ans après en dire quelque chose, essayer d'y comprendre quelque chose? Je n'en sais rien. Je fais cette vidéo pour essayer de vous en dire quelque chose en tout cas. Alors, ce que je peux en dire, et qui peut être intéressant pour les collègues, c'est tout ce que j'ai essayé pour la faire parler. Parce que bien entendu, on pourrait dire on ne force pas la parole. Si un analysant ne parle pas, eh bien, on patiente. Alors c'est ce que font énormément de collègues, qui de toute façon ne disent rien ou pas grand-chose, et si la personne ne parle pas, eh bien ils disent rien non plus, ils attendent. J'ai pu faire ça un certain temps. Mais il y a un moment où je me dis non, bah, il faut faire quelque chose. Sinon, pourquoi ça ne durerait pas toute la vie après tout? Par exemple, une fois, j'ai fait ça avec un enfant qui avait une dizaine d'années, que j'ai reçu comme ça dans un dispensaire. Il ne me disait absolument rien. Alors bien sûr, avec les enfants, on joue. Alors je lui proposais de jouer. Tu veux jouer à tel jeu? Aucune réponse. Tu veux me raconter quelque chose? Aucune réponse. Je lui posais parfois des questions plus précises. Qu'est-ce qui t'embête dans ta vie? Comment ça se passe à l'école? Est-ce que tu peux me dire quelque chose de ta maman, de ton papa? Absolument rien. Il ne bougeait même pas d'un cil. Pourtant, je savais qu'il allait à l'école. C'était un enfant qui parlait. Bon, bien sûr, ses parents me l'avaient dit quand ils me l'avaient amené. Donc je pouvais espérer qu'un jour il me dise quelque chose. Je proposais de faire des dessins, touchait même pas le crayon. Donc au bout d'un certain nombre de séances ou de tentatives comme ça, j'en ai eu marre. Je le recevais le mercredi. Le mercredi, c'était le jour où le dispensaire recevait Spirou. Donc ben, je lisais Spirou pendant la séance, puisque rien ne marchait. Et j'ai lu Spirou comme ça pendant un bon nombre de séances, où il ne se passait strictement rien. Et un jour, alors que j'étais en train de lire Spirou, eh bien, il s'est mis à prendre quelque chose sur le bureau et à jouer avec. Alors j'ai aussitôt déposé mon journal et je me suis mis à jouer avec lui. Et là, on s'est mis à jouer, il s'est mis à parler. Bon, il faisait des marionnettes en pâte à modeler et il les faisait se bagarrer de manière hyper violente, ce qui en disait long sur les bagarres qu'il avait dans la tête. La première bagarre étant à livrer contre le surmoi qui l'empêchait de parler. Donc voilà, c'est l'indice que parfois, quand on ne fait rien, il se passe quelque chose. Alors que quand j'avais essayé de faire quelque chose, il ne se passait rien. Est-ce que c'est une règle à appliquer partout et tout le temps? Ben, je crois pas. Parce que bien des fois, j'ai essayé ça, de ne rien dire avec un adulte, et il ne se passait rien. Et aussi longtemps que j'attendais, il ne se passait rien. Alors j'ai essayé de faire quelque chose avec cette femme dont j'ai l'intention de vous parler, encore une fois, non pas d'elle, mais de mon rapport à elle. J'ai essayé de lui poser question, bien entendu. Elle me répondait par monosyllabe, presque rien.
J'ai essayé aussi de la détendre le plus possible. Faire en sorte qu'elle vienne me voir comme on vient voir un ami, et non pas un grand professeur de psychanalyse. Et donc pour ça, j'ai pas hésité à apporter des bouteilles, un verre, pour partager non pas un whisky, mais de l'eau pétillante, un jus de fruits, quelque chose, parce que je la recevais en assis. Hein. J'avais essayé le divan, hein. Ça donnait rien. Donc elle était revenue en position assise. Et eh bien, avoir quelque chose à boire comme chez un pote, ça n'a rien donné non plus. Il y a quelque chose que j'ai essayé aussi, qui peut paraître plus inattendu, mais quelque chose que j'ai emprunté à Jean-Michel Vapro. Jean-Michel Vapro, vous savez, c'est ce type qui donnait à fond dans la topologie, dans la suite de Lacan, et qui a pondu plusieurs ouvrages uniquement de topologie, dont je pense qu'ils sont à côté de la plaque grave, mais il nous avait raconté une fois, puisque j'ai suivi son séminaire pendant une dizaine d'années, il nous avait raconté que parfois, quand quelqu'un ne parlait pas, il l'envoyait faire le tour du pâté de maison pour revenir après. Parce que, disait-il, ça fait une boucle. C'était un expert en nœuds. Et moi, j'avais ma théorie de la rondelle, c'est-à-dire bien plus tard que mon suivi du cours de Vapro. J'avais ma théorie de la rondelle qui dit que un propos, ça tourne en rond jusqu'à ce que ça revienne pour pouvoir détacher un signifié et, autre côté de la rondelle, une signification. Alors effectivement, faire le tour du pâté de maison, pourquoi pas. Mais moi, je me suis dit, je ne vais pas l'envoyer faire le tour du pâté de maison. Je vais faire le tour du pâté de maison avec elle. Et donc, je l'ai fait. Quand elle venait à sa séance, je lui disais, bon, écoutez, on va faire un tour dans le quartier. Ça tombe bien, il se trouve que j'habite le quartier Beaugrenelle, qui dispose d'une dalle qui est à hauteur du premier étage des tours. Et sur cette dalle, il n'y a pas de voiture, silence, parfait, tranquillité. Et en général, il n'y a jamais personne. C'est des jardins. C'est magnifique. Donc on peut faire un tour tranquille. Et une demi-heure, le temps de la séance, ça suffisait à faire le tour de cette dalle et de revenir au point de départ. Bien entendu, pendant le trajet, je continuais à essayer de lui parler en lui posant des questions. En me disant, après tout, le mouvement du corps, la mise en mouvement, peut-être que ça peut provoquer quelque chose. Rien du tout. Bon, j'en suis resté là de cette tentative. Alors, faut-il faire des tentatives de cet ordre-là, en inventer d'autres ou pas? Depuis, je n'ai plus refait. Quand les gens ont du mal à parler, je me borne à poser des questions. Et souvent, très souvent, ça marche, le simple fait de poser des questions. Ça marche beaucoup plus, à mon avis, que de rester à ne rien faire, à ne rien dire. Alors voilà pour l'histoire de comment je me suis débrouillé avec ce silence venant de cette dame. Cependant, il est venu dans l'analyse de cette dame des moments extrêmement fructueux, ponctués par des rêves. Alors, par exemple, premier rêve, un rêve personnel, évidemment. Voilà. Je rêve que je suis un bédouin dans le désert. Et que le chef des bédouins, au retour de mon excursion dans le désert, me demande de signer un rapport comme quoi j'ai exploré le désert et ce que j'ai vu dans le désert. Et ça m'embête parce que, en fait, je n'ai pas exploré le désert. Donc j'ai rien à dire. Et ça revient, j'ai rien à dire. C'est pour moi, cette fois-ci. Et il me dit, mais si, hein, tu n'as qu'à dire n'importe quoi, l'important c'est que tu signes le rapport. Et moi, je ne suis pas très décidé à signer ce rapport. Mais il se fait très insistant et il dit de manière affirmative, mais si, tu signeras.
Alors je dis, bon, ok, je vais signer, mais d'abord, pour ma conscience, je vais quand même faire un petit tour dans le désert, au moins un petit tour, pour voir comme c'est, de façon à ce que j'ai quand même quelque chose à dire et que je ne signe pas quelque chose qui est un faux, qui est un mensonge. Là-dessus, je vais à la cantine. Et à la cantine, il y a une serveuse qui sert des espèces de pain de viande, c'est-à-dire de la viande hachée, présentée de manière compactée sous la forme d'un pain, et elle coupe des tranches là-dedans. Le tout baigne dans une espèce de sauce brune, un peu claire. Ça n'a pas l'air très ragoûtant, mais enfin, ça peut être bon. Et juste à côté se trouvent deux jumelles, des jeunes femmes, que je qualifierais de mauritaniennes, à voir leur peau brune, et elles présentent cette caractéristique d'avoir une espèce d'excroissance au niveau du front, une espèce de grain de beauté très allongé, très bizarre. Et ensuite, je me retrouve à l'infirmerie, et à l'infirmerie, on me dit que j'ai propagé le sida dans tout le pays. Et puis finalement, non. Il s'avère que c'est parce que je suis un habitué de ce lieu, du laboratoire, et que donc tous les instruments sont imprégnés de mes données biologiques. C'est pour ça qu'on a trouvé mes données biologiques à la source de l'épidémie de sida. Mais c'est pas moi. Voilà. Alors, interprétation, vous avez reconnu dans l'histoire de l'exploration du désert, le fait d'explorer ce désert qu'est cette dame, et le fait de faire un petit tour quand même, pour essayer de voir s'il y a quelque chose à dire sur le désert. Alors ça, c'est quelque chose dont je me rends compte aujourd'hui, c'est-à-dire avec 10 ans de recul. Sur le moment, ce qui m'avait interpellé, c'était ces deux femmes qui avaient une excroissance sur le front. Deux femmes que j'ai qualifiées de mauritaniennes, et qui étaient jumelles, visiblement. Eh bien, ça m'avait attiré mon attention parce que, dans les 2 jours précédents, dans une séance, cette femme, que je vais appeler Joséphine pour vous, avait raconté le rêve suivant. Il y a un matelas chez vous, par terre, et je suis allongé sur ce matelas avec une autre femme, on a une couette sur nous, et vous êtes allongé un peu plus loin, et à ce moment-là arrivent 2 jumelles avec des cheveux gris et frisés. Fin du rêve. Ah si, on se moque d'elle. Voilà. Et donc, c'était ces 2 femmes qui arrivent à la fin de son rêve, qui sont jumelles, et qui se retrouvent dans mon rêve comme jumelles mauritaniennes. Comment se fait-il? Alors, il n'y avait pas que ce rêve qu'elle m'a raconté dans cette séance, il y avait un autre rêve qui disait la chose suivante: je me suis fait enlever par des jeunes hommes qui me violent. Et racontant ce rêve, elle se rappelle qu'elle a fait un autre rêve dans lequel je cherchais à pénétrer chez elle. Et dans ces associations, elle me dit j'ai peur que vous pénétriez mon esprit. Vous voyez que j'ai pratiquement là la réponse à la question que je posais: pourquoi son silence? Parce que quand elle ne parle pas, elle me dit que ce qui la terrorise, c'est que je puisse pénétrer son esprit. Et cette pénétration, elle l'associe à un viol. Voilà. Qu'est-ce que je peux contre ça? Si ce n'est que maintenant, j'associe avec ce que j'ai trouvé bien après cette époque, c'est-à-dire le viol dont j'ai été victime par mes frères. Je le rappelle, il s'agit c'est à travers des rêves que je me suis rendu compte que ça insistait. Ça insistait tellement que ça ne pouvait que me attirer mon attention, le fait que mes frères aient pu me violer quand j'étais petit. Et ils sont jumeaux. Donc à l'époque, je n'avais absolument aucune notion de ça. Je vous ai raconté dans la dernière vidéo l'histoire
de moi avec un autre analysant de nos jours, dans lequel la question du viol par mes frères revient. Et j'ai pu l'analyser et ça a pu débloquer la situation avec cet analysant. À cette époque-là, je n'avais pas encore analysé ça. Donc, vous voyez l'importance qu'il y a à aller jusqu'au fond de sa propre analyse, vraiment au fond, pour découvrir des choses que, alors vraiment à l'époque, je n'avais absolument aucune idée, aucun indice de ça. Moi, violé par mes frères, jamais cette idée-là ne m'avait effleuré. Pourtant, ils sont jumeaux. Pourtant, dans ces deux rêves, le sien et le mien, il est question de jumeaux, de jumelles, plus exactement. Est-ce que ça explique tout? Bien entendu, non. Je n'en sais rien. Je suis réduit à faire des hypothèses, c'est tout. Je dis juste que là, il y avait quelque chose qui était encore hors de ma portée. Comment peut-on savoir ce qui se serait passé si je l'avais analysé pour mon propre compte? En me rendant compte que la peur d'être pénétré aurait pu jouer comme elle a joué dans ce travail avec cet analysant dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. On ne peut pas le savoir. C'était trop tôt pour moi. Ça se passait en 2004. 16 ans se sont passés depuis. Alors, au moment où elle dit « j'ai peur que vous pénétriez mon esprit », je lui fais la remarque « vous êtes sûr que c'est seulement l'esprit ?» puisqu'elle a parlé de viol. Mais ça ne fait pas remarque pertinente pour elle, curieusement. Par contre, au moment où elle me parle des jumelles qui arrivent dans son rêve, je l'interroge précisément. Comment elles sont, ces jumelles? Alors, puisque j'ai en tête l'idée que je pourrais pénétrer son esprit, donc la violer, donc quelque chose comme ça, je lui demande, elles ont les cheveux blancs? Elle me répond, non, gris et frisé. Rien à voir donc. Et après tout, peut-être que ça a à voir avec une certaine torsion due à la censure. On va savoir. Toujours est-il qu'elle ne le dit pas. Et au moment où elle prononce le mot jumelle, à un moment, je reprends ce mot-là, je dis simplement jumelle. Alors là, je n'avais pas en tête tout ce que je vous ai expliqué sur mes jumeaux et le viol. Simplement, je reprenais le mot jumelle. Et elle réplique aussitôt « Ah, des jumelles pour voir !» Oui, en effet, il se trouve que c'est aussi un appareil qui permet de rapprocher ce qui est loin. Et ça me rappelle mon père qui avait toujours le mot pour rire et qui disait un jour qu'on regardait l'horizon avec des jumelles, justement, mon père me disait oui, mais moi j'ai eu des jumeaux. Voilà. Mais c'était absolument pas en question à cette époque-là. Alors je lui ai proposé à Joséphine la possibilité d'une inversion. Dans son rêve, c'était on se moque d'elle, on se moque des jumelles. Est-ce que ça aurait pu être l'inverse, les jumelles qui se moquent d'elle? Et elle me dit oui, c'est possible en effet, parce que dans ce cas-là, ça pourrait être une inversion du surmoi, hein, le surmoi qui regarde, qui observe avec les jumelles. Elle est au lit, et au lit avec quoi? Avec une femme. Et elle me dit très précisément dans un moment, avec une femme, oui, c'est une astuce de la censure, en fait c'est tout simplement avec vous. Et effectivement, si elle est au lit avec moi, elle sait que c'est interdit, et donc il pourrait y avoir des témoins, les jumelles qui arrivent, comme une paire de jumelles, comme le surmoi qui vient grossir la chose et indiquer, attention, c'est pas bien, donc on peut se moquer de vous. Donc vous voyez donc, je suis l'objet de son désir, ça fait pas de doute. À l'époque, j'avais écrit un énorme article qui s'appelait « L'Afrique de Joséphine », puisque dans mon rêve, ça se passe en Afrique. Et on verra plus tard pourquoi. Et j'avais fait tout un développement à un moment, puisque j'étais encore lacanien à l'époque, sur l'objet petit a de Lacan,
en revenant sur cette idée que l'analyste, c'est l'objet petit a de l'analysant. En effet, puisqu'il est cause du désir. L'objet petit a est défini comme l'objet cause du désir. Ben, avec 16 ans de recul, je m'aperçois que j'ai plus besoin de l'objet petit a, ça sert franchement à rien, parce que c'est une façon de neutraliser les choses, d'appeler ça l'objet petit a. Elle est au lit avec moi, c'est un désir sexuel dont il s'agit, c'est pas un désir d'objet petit a. Hein. C'est un désir de phallus, c'est clair. D'autant que, on va le voir plus tard d'une manière encore plus précise, mais dans mon rêve à moi, il revient cette affaire des Mauritaniennes, des jumelles, qui ont cette excroissance sur le front, qui est bien entendu phallique. J'ai fait une vidéo récemment sur le triptyque de Mérode, dans lequel on voit la Vierge avec un cierge à côté d'elle, un cierge qui correspond au fait qu'au-dessus de la cheminée, il y a un cierge ici et il n'y en a pas là. Donc c'est une représentation de la castration qui est remplacée dans la tête, parce que ce cierge est près de la tête de la Vierge, avoir un phallus dans la tête. Quand on l'a pas entre les cuisses, on peut l'avoir dans la tête. C'est une métaphore quand on dit qu'on a les choses dans la tête, bien entendu. Eh bien, c'est des métaphores qui marchent au niveau du rêve. Et à propos de métaphores, je me demandais bien comment j'avais transposé jumelle par jumelle, mais pourquoi est-ce que chez moi, ça se transformait en jumelle africaine, mauritanienne? Je ne comprenais pas. Néanmoins, il m'est venu l'association. Ah oui, Freud, en parlant de la femme, il a parlé du continent noir. Oui, c'est-à-dire un continent d'où émergent beaucoup d'inconnus. On ne sait pas. Et c'est ce qui m'arrive avec mon histoire de désert au début de mon propre rêve. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se trame dans le désert. Je trouve rien. Rien à en dire. C'est-à-dire, maintenant, je le dis avec 16 ans de recul, je trouve pas de phallus. C'est ça le truc. Et c'est ça qu'on veut me faire signer. Et ça, je suis très réticent à le signer, parce que qu'une femme n'ait pas de phallus, j'ai beaucoup de mal à l'admettre. Inconsciemment, bien entendu. Consciemment, ça va tout bien. Mais comme tout le monde, tout le monde qui me parle de ces histoires de castration me dit « mais moi, ça m'arrive pas ». J'ai répondu que moi aussi, pendant 50 ans de ma vie, j'avais rien compris à ça. Ça ne m'effleurait pas comme idée. C'est une idée inconsciente. Et donc, voilà. Donc, même à cette époque-là, 2004, je n'avais pas pigé que le désert, ça voulait dire ça. Ça voulait dire le ventre d'une femme avec pas de phallus dessus. Néanmoins, il m'était venu l'idée, le continent noir. C'était peut-être pour ça que j'avais transformé en Afrique. Alors, je continue mes investigations avec Joséphine, très curieux, très curieux, parce que je me disais, j'avais mon rêve en tête, je me disais, mais comment j'ai fait pour fourrer l'Afrique dans cette histoire? Alors il m'était venu aussi le jeu de mots, l'Afrique, le fric. Ça, c'est l'interprétation lacanienne de base, c'est-à-dire qu'on fait des jeux de mots. Bon, mais ça marche pas du tout, là, en l'occurrence. Hein. C'est vraiment pas de ça dont il s'agit. Mais je me demandais donc, où va se fourrer l'Afrique? Donc, à cette séance où elle arrive, donc après le rêve qu'elle m'a raconté, après le rêve que j'ai fait, elle arrive, et curieusement, je la trouve bien plus mignonne que d'habitude. Ah oui, elle m'avait dit qu'elle était au lit avec moi. Forcément, ça titille des endroits. Hein. Et j'ai ma curiosité qui est éveillée quant à la psychanalyse elle-même. Et c'est comme ça que ça marche, je crois. C'est-à-dire que c'est grâce à la libido qui est éveillée que l'analyste a un intérêt pour ses analysants, et cet intérêt lui permet d'aider les analysants à se découvrir eux-mêmes. Donc je suis armé de cette curiosité, j'attends qu'elle me dise quelque chose, et rien. Le silence. Donc je laisse pas trop le silence durer très longtemps, et je lui pose des questions. Je lui dis, écoutez, si vous trouvez rien à dire, vous pouvez revenir sur votre rêve de la dernière fois. Hein. Ça coûte toujours rien de le réexaminer et de voir ce qui s'est passé. Elle me dit, mais je peux rien dire, j'ai tout dit. Ah, je lui dis, mais certainement pas. Et en effet. Donc je lui pose des questions. Et
je lui dis, ben, vous m'avez expliqué que je dormais aussi dans cette pièce et que j'étais un peu plus loin que le matelas. Où exactement? Elle me dit, vous êtes au pied du lit. Elle me désigne ses pieds à elle, elle est sur le divan à ce moment-là. Et elle dit, voilà, vous êtes au-delà de mes pieds là-bas, allongés. Ah, je dis, ok. Et elle me dit, c'est peut-être, encore une fois, un déplacement, une ruse de la censure, vous êtes peut-être en fait à la place de la femme qui est dans mon lit. Et je lui dis, je redemande, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle me dit, j'ai envie de coucher avec vous. Vous voyez que c'est extrêmement bizarre. Comment se fait-il qu'il y ait une telle difficulté à parler, alors qu'avec une petite question, j'obtiens des aveux de ce genre, qui sont souvent extrêmement difficiles à avouer. Il y a des tas de gens qui me disent, oui, je sais, dans le transfert, ça se dit dans les livres, on a envie de coucher avec son analyste, mais moi, jamais de la vie. Oh là là, oh! Oui, en fait, il s'avérera au bout d'un certain temps qu'à travers un rêve ou deux, on s'apercevra que c'est bien le cas. C'est pour ça que je dis toujours que c'est le rêve, la porte ouverte sur l'inconscient. C'est pas à travers d'un lapsus qui est vraiment un rien du tout qu'on découvre ces choses-là. Donc c'est étonnant qu'il y ait ce contraste entre cette capacité à dire les choses à travers un rêve, c'est dans un rêve, et puis ce silence qui est en train de s'installer à l'époque, par crainte d'être violée, comme je l'ai dit. Alors que là, la crainte d'être violée n'apparaît pas du tout, puisqu'elle me met dans son lit, et qu'elle n'hésite pas à avouer que c'est son désir de coucher avec moi. Alors, encouragé par ces réponses, je continue mon interrogation. Je reviens sur le fait que je suis allongé à ses pieds, c'est-à-dire j'ai la tête du côté de ses pieds, et que je suis allongé dans le prolongement de son corps. Et là, je lui dis, mais alors les jumelles, elles sont arrivées comment? Elle me dit par la gauche. Bien, ça m'apporte pas grand-chose. Mais enfin, il faut toujours s'interroger sur l'orientation des choses, des objets, des personnages dans une pièce. Des fois, ça apporte quelque chose. Là, ça apporte rien, mais c'est comme ça. Et puis, je lui demande, est-ce qu'elles vous font penser à quelqu'un? Non. Comment sont-elles habillées? Un costume gris, c'est très flou. Les cheveux gris, costume gris. Ah bon, les cheveux gris. Décrivez-moi plus précisément ces cheveux. Eh bien, c'est des cheveux très frisés, voyez-vous. Ça fait comme une boule autour de la tête. Vous savez, comme les Africaines. Bingo. Voilà mon Afrique qui revient, alors que j'ai absolument pas introduit le mot Afrique dans la conversation. Il était dans mon rêve. Ce sont des Africaines. Et du coup, elle enchaîne. Ah ben voilà, dit-elle, ces deux boules de cheveux au bout de votre corps, ça fait comme les testicules et votre corps est un pénis. Donc, ça veut dire que j'ai envie d'un pénis. Bingo à nouveau. Et là, je peux redire la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la castration. Pendant 50 ans de ma vie, ça m'a même pas effleuré l'idée. Et elle, pendant 30 ans de sa vie, ça l'avait même pas effleuré l'idée qu'elle pouvait avoir envie d'un pénis. Elle est comme l'immense majorité des femmes qui aujourd'hui se disent contentes d'être une femme et que ces histoires de Freud avec son envie de pénis, c'est des conneries d'un vieux bonhomme du 19e siècle. Et puis, un jour, au détour d'un rêve, elle découvre que, ah ben oui, si. Voilà. Non seulement elle a envie d'un pénis, mais ce pénis, c'est moi. C'est son analyste. Alors, c'est vachement intéressant parce que par rapport aux vidéos précédentes où je vous ai parlé d'autres situations de transfert, dans laquelle il était question pour cette dame africaine, encore une fois, où j'hésitais à rentrer dans la cathédrale, et puis j'étais dedans, et puis j'en sortais. La cathédrale, c'était elle. Je rentrais dans son intérieur comme je rentre dans le ventre de ma mère. C'était un espèce de transfert fusionnel comme ça. Où là, on voit le rapport avec le fait d'être le pénis de l'autre. Là, c'était dans mon fantasme, moi, mon fantasme inconscient, j'étais le complément de cette cathédrale qui était elle. C'est-à-dire à la fois ma mère
et cette dame. Et être le complément, c'est être l'enfant, et être l'enfant, c'est être le phallus de la mère. On retrouve la même chose. Et là, il n'est pas question d'enfant, il est question directement de son mot, c'est le pénis. Moi, je préfère dire le phallus, parce que le phallus, ce n'est pas l'organe comme tel, c'est l'idée imaginaire qu'on s'en fait, bien entendu. Et là, c'était remarquablement bien rendu. Ces deux jumelles n'avaient pas d'autre signification que d'être une paire de couilles. Voyez que là, ça n'a plus rien à voir avec le sonore, avec le signifiant, comme dirait Lacan. J'ai fait aussi dans l'écrit de l'époque, j'avais au moins eu cette présence d'esprit, bien que j'étais lacanien à l'époque, de me rendre compte que là, le signifiant, ce n'était pas du sonore, c'était bel et bien de l'image. C'était pas le signifiant Afrique, c'était l'image des Africains. L'image des Africaines, en tant que ça rappelait l'image d'une paire de couilles. Alors on sait que chez Lacan, enfin on sait, peu de gens le savent, c'est que au début de sa carrière, le signifiant, c'est le sonore, mais le problème c'est que ça reste aussi le sonore une grande partie de sa carrière, il y revient régulièrement, et en même temps, ça devient non plus du sonore, mais la trace de l'effacement de la trace, ou la trace comme telle. C'est selon les moments. Et comme il prévient pas, et comme il dit jamais, mais j'ai aussi dit que c'était le sonore, et là, quand je vous en parle en termes de traces, ce n'est plus du sonore, il dit jamais ça. Et il fait comme si il avait toujours dit la même chose, et ça paume complètement, parce que, en fait, ce qui est retenu dans le champ lacanien d'une manière générale, c'est que ça reste du sonore. Et on oublie qu'il en a traité en termes d'effacement de la trace à propos de Robinson Crusoe. Ou alors, on isole le terme Robinson Crusoe des moments où il a parlé de Robinson Crusoe et on ne parle que de l'effacement de la trace, en oubliant que le signifiant, c'était aussi du sonore. Bref, à la limite, on s'en fout. Ce qui me rassure, c'est qu'à l'époque, je m'en tenais à ce que la pratique me disait, même si c'était contradictoire avec ce que Lacan disait. Alors, de la même façon que j'avais été influencé par Freud et son continent noir pour donner une explication en mon Afrique, je lui demande quand même, au moment où elle découvre que je suis son pénis, je lui demande où est-ce que vous avez trouvé ça? Elle me dit que oui, c'est vrai, elle a lu des ouvrages de psychanalyse dans lesquels il est question de cette histoire de désir de pénis pour une femme. Mais que là, c'est absolument pas ce qui lui est venu. Elle était exactement comme moi, c'est-à-dire dans l'état d'une surprise totale. C'est-à-dire ça ne vient pas de la théorie, ça vient bien du rêve et de son interprétation. D'ailleurs, le ton de surprise avec lequel elle avait proféré le truc, vous êtes mon pénis, et les jumelles, les testicules, c'était vraiment dit sur un tel ton et d'une telle spontanéité, ça ne pouvait pas venir de la théorie. Alors, pour revenir à mon rêve, tout se passe comme si j'avais entendu inconsciemment cette envie de pénis de la part de Joséphine. Puisque dans mon rêve, de quoi est-il question? D'une femme qui coupe un pain de viande. Faut pas être très malin pour y entendre la castration. C'est une femme qui manie un couteau et qui coupe de la viande. Un machin qui est allongé, ressemblant à un phallus, bien évidemment. Et juste à côté de ça, il y a mes jumelles mauritaniennes qui ont cette excroissance au niveau du front. Donc, le désir d'un phallus pour une femme est réalisé. Alors, il se trouve réalisé dans mon inconscient. Je ne vais pas plaquer la chose sur elle, mais c'est l'inverse. Ce n'est pas un plaquage de moi, de ma théorie sur elle, c'est le fait que j'ai entendu ce qu'elle m'a dit à travers son rêve, mais sans savoir que je l'avais entendu, mais ça se met en forme, l'inconscient à moi le met en forme dans mon rêve à moi. Ce qui est même un peu fort de café. Du coup, je peux comprendre un peu mieux le début de mon rêve à moi,
où c'est mon entretien avec un chef bédouin, sachant que je suis bédouin, et qui veut me faire signer un truc. Et le chef bédouin, c'est jamais que une autre partie de moi-même, c'est mon surmoi. Il veut me faire signer le truc comme quoi j'ai bien vu qu'il n'y avait rien à voir sur le ventre d'une femme. C'est le désert. Et en même temps, à la fin du rêve, je suis dans l'infirmerie, on me dit que je suis responsable de l'épidémie de sida. L'épidémie de sida, c'est jamais qu'un quoi? Une maladie sexuellement transmissible. C'est la question, c'est le transfert qui est une maladie sexuellement transmissible ici. On va enlever le mot maladie, c'est pas la peine, mais néanmoins, mon surmoi le traduit comme quelque chose d'une maladie et dont je serai responsable. C'est-à-dire que je m'en défends. Je m'en défends au point de dire, oui, on m'accuse d'être responsable, mais non, 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 c'est juste parce que mes données biologiques, je suis trop habitué d'être dans ce labo, le labo de l'analyse des rêves, et donc c'est mes données biologiques qui infestent tout ce champ-là. Ça me donne un indice pour me méfier des plaquages. Hein. Mais comme je suis en train de le dire, ce qui se passe a l'air d'être exactement l'inverse d'un plaquage, mais une transmission. La transmission de l'inconscient de Joséphine au mien. Transmission, maladie sexuellement transmissible, comme le sida, et j'en suis responsable, je m'en accuse. Voilà une résistance. La résistance est là. Elle n'est pas dans le fait de la transmission du sida, mais dans le fait que je m'en accuse et que je ne veux pas le voir. De même que je ne veux pas signer le rapport. C'est là où c'est obligé d'en passer par l'inconscient, parce que ces représentations issues de son inconscient à elle, que j'ai néanmoins entendues, sont transformées par mon propre inconscient, parce que les représentations, je les refoule. Et donc, elle est là, la résistance. Elle est plus donc, s'il y a quelque chose à faire, encore une fois, c'est l'analyse de ces résistances, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, et non pas le fait d'aller se balader dans le quartier pour faire une boucle, ou de lui offrir à boire pour qu'elle se sente plus à l'aise. Ça, c'est des conneries. C'est des variantes techniques. Et la psychanalyse, c'est pas une technique. La psychanalyse, c'est la psychanalyse, c'est-à-dire on analyse les représentations inconscientes, et le meilleur outil qu'on a pour ça, c'est le rêve. Alors ce dédoublement de moi dans mon propre rêve me permet de comprendre son dédoublement à elle. D'une part les jumelles, mais on voit que c'est qu'une paire de couilles, mais elle-même, lorsqu'elle est allongée sur le matelas, elle est à côté d'une femme, dont elle a dit que finalement ça pouvait être moi. Mais donc, elle est dédoublée en deux, et si moi je suis l'autre côté, je suis à la fois l'objet de son désir, et en même temps l'objet de sa crainte, la crainte que je pénètre son esprit, comme elle l'a dit. Je prends exactement ces termes. La crainte que je la viole. Et donc, c'est un surmoi, finalement. C'est le surmoi qui est la, comment dirais-je, qui gouverne la crainte. C'est ce qui gouverne la résistance. Donc c'est exactement le même surmoi que le mien. Là où elle identifie cette autre femme à moi, elle l'identifie comme la menace, donc la personne dont il faut se protéger. Et peut-être que justement l'intensité de ce transfert, l'intensité de la libido qui est mise en jeu, eh bien, implique en force retour, dirais-je, l'intensité d'une résistance. Encore une fois, très paradoxale, puisqu'elle arrive à interpréter elle-même toutes ces choses, à la fois qu'elle a envie de coucher avec moi et qu'elle a envie que je sois son phallus, et en même temps, ça lui impose le silence. Encore une fois, je ne vois qu'une solution de sortir de ce paradoxe, ça serait l'analyse. Il se trouve qu'à l'époque, j'avais eu toutes ces inventions techniques dont je vous ai parlé, mais je n'avais pas eu la présence d'esprit de lui parler de mon rêve et de le lui interpréter en indiquant, comme je vous le fais ici pour vous, les ponts qu'il y a d'un rêve à l'autre qui expliquent la résistance finalement. Parce que
c'est à partir du moment où on comprend le pourquoi de la résistance, qu'il peut y avoir une possibilité de ne plus résister. Parce que c'est pas gagné à tous les coups. C'est pas gagné non plus à tous les coups que raconter un rêve qui comme tel, se présente comme l'analyse d'un autre rêve, c'est pas dit non plus que ça dénoue tous les nœuds et que ça permet de continuer l'analyse d'une manière formidable. C'est juste une possibilité. Et il faut examiner toutes les possibilités qu'on a. J'aurais pu me situer nettement plus, je dirais, en fraternité avec elle, dans sa crainte d'être violée, si à l'époque, j'avais analysé ma propre crainte d'être violé par mes frères jumeaux. Puisque ça reste, semble-t-il, la principale source de résistance chez moi. Pas forcément mise en jeu dans chaque transfert, mais en tout cas, ça arrive dans un certain nombre de transferts. Et ça renvoie, effectivement, c'est quelque chose aussi d'assez communément partagé, hein, la peur de se retrouver à poil, la peur de se retrouver dévoilé, même si c'est devant l'analyste que l'on paye pour ça. Parce que c'est terrible, la pression du surmoi. Hein. Donc il y a cette crainte d'être violé, cette crainte d'être pénétré, qui est en jeu, je dirais, oui, certainement, dans chaque analyse. Alors, dans l'article que j'ai écrit à l'époque, il y a des développements topologiques d'une longueur et d'une complexité inimaginables. Là aussi, j'ai fait preuve d'invention. J'ai inventé le fait qu'avec 6 trèfles, on peut fabriquer un nœud borroméen à 4. Bonjour, on est bien avancé. À l'époque, ça m'avait ravi, j'avais inventé un truc. Et j'avais nommé chaque brin de ficelle de chaque trèfle avec des propos de Joséphine, pour bien rester collé à la pratique. Mais c'est là où c'était un collage, effectivement, plaqué. Oui. Ça, ce n'est pas ça qui m'a amené à l'invention de la crainte de viol par mes frères et donc de la compréhension de sa crainte d'être violée elle-même. La topologie, c'est pour ça que je disais les livres de Vapro sont à côté de la plaque, mais tout aussi bien les miens dans la mesure où il parle de topologie. Vraiment, enfin, sauf la topologie de la bande de Möbius, qui peut être utile, parce qu'elle est beaucoup plus simple, et que, effectivement, elle donne une bonne image de ce qu'est la contradiction, et vouloir une chose et son contraire. C'est-à-dire, je veux me dévoiler, et en même temps, je ne veux surtout pas être dévoilé, parce que ça serait un viol. Voilà, la bande de Möbius, c'est à la fois dessus et dessous, je veux la chose et son contraire. Ça, c'est en jeu dans toutes les analyses. Et on peut se contenter, effectivement, de la bande de Möbius. Alors, puisque je parle de la bande de Möbius, j'en profite pour vous signaler l'une des démonstrations les plus parlantes des 3 torsions de la bande de Möbius. Vous savez que 99% de mes collègues pensent que la bande de Möbius, ça peut exister avec une seule torsion, et je soutiens depuis 20 ans que non, c'est pas possible. Chaque bande de Möbius a forcément au minimum de 3 torsions. Voici une démonstration donc qui me semble extrêmement pertinente. On prend la bande de papier de base, comme tout le monde, on lui fait effectuer la torsion, et comme je dis toujours, si on en reste là, on a une torsion, mais on n'a pas une bande de Möbius, on a un nœud papillon. Mais pour faire une bande de Möbius, il faut y ajouter une torsion ici, et une torsion là, de façon à rabouter. Et là, on a une bande de Möbius. Les gens disent, oui, mais ça efface les 2 torsions, elles s'annulent. Ce n'est pas des torsions, c'est des plis. Enfin, j'ai entendu toutes les argumentations possibles. Mais voyez ceci. Si, au lieu de faire ces 2 torsions vers vous, comme ici, si l'une des 2, je la faisais en sens inverse, comme ceci, pour rabouter de l'autre côté,
je n'ai fait que 2 torsions supplémentaires. Et pourtant, j'ai ici une bande à 3 torsions. Celle que Lacan appelle à 3 torsions, celle que tous les collègues acceptent d'appeler à 3 torsions, parce que ce sont 3 torsions de même sens. Vous voyez, je vais ici, mon doigt, il est dessous pour vous, et là, il passe dessus, et puis de dessus, qu'il est ici pour vous, eh bien, il repasse dessous, et puis là, de dessous, il repasse dessus. Les 3 torsions sont de même sens. Donc on a obtenu une bande de Mébius sans ajouter on a obtenu une bande de Mébius à 3 torsions sans ajouter 2 torsions. On a fait exactement la même chose que dans la bande de Mébius qu'ils appellent à 1 torsion et que j'appelle à 3 torsions, simplement en changeant le sens d'une des torsions, ce qui s'entend très bien dans les 2 schémas ci-dessus. La bande de Mébius homogène ici, qui a les 3 torsions de même sens, et la bande de Mébius hétérogène ici, qui a les 3 torsions, dont une en sens contraire des 2 autres. Celle que j'appelle l'interprétation. Ça permet d'arriver à des mises en forme de l'inconscient, telles que ce qui va suivre. Alors, si j'ai élucidé le terme africaine, à cause de la boule afro dans le rêve de Joséphine, j'ai pas élucidé cette question des couleurs. Parce que comment se fait-il que chez elle, elle insiste sur le gris, costume gris, cheveux gris, tandis que j'ai les cheveux blancs? Parce que c'est l'idée qui vient tout de suite. Puisqu'elle parle de son transfert à ma personne, il pourrait s'agir de cheveux blancs. Ben non, c'est gris. Et vous me direz, gris, ça peut être une approximation du cheveu blanc par une ruse de la censure. Pourquoi pas? Mais dans mon rêve à moi, d'une part, on a supprimé les cheveux, on a remplacé par une excroissance de chair. C'est-à-dire qu'il y a un petit pas de plus fait dans l'interprétation. C'est plus des cheveux, c'est de la chair. Mais ça reste dans la tête. Mais pourquoi sont-elles mauritaniennes, c'est-à-dire en fait café au lait? Eh bien, je m'étais dit déjà à l'époque qu'en fait, le gris et le café au lait, c'était 2 façons de mélanger le noir et le blanc. Vous mélangez le noir et le blanc sur une feuille de papier, ça donne du gris, mais si vous mettez du lait dans une tasse de café, ça fait du marron. Ces 2 mélanges de noir et blanc qui ne donnent pas la même chose. Eh bien, c'est peut-être ce que mon inconscient a fait. Traduction, c'est du noir et blanc dont il s'agit. Et ça, ceux qui me connaissent savent que dans mon fantasme très très archaïque, l'opposition du noir et du blanc correspond à l'opposition de la couleur blanche du ventre de ma mère avec la couleur noire des poils frisés du pubis. C'est donc bien du sexe, pas seulement féminin, mais maternel, dont il est question. Et une façon de censurer la chose, c'est de le présenter le mélange. C'est-à-dire gris pour Joséphine, ce qui fabrique effectivement des testicules là où il n'y en a pas, et café au lait pour moi, c'est-à-dire avec une excroissance sur le front, qui est une excroissance là où il n'y en a pas. Donc ce qui fait identité entre nous, entre Joséphine et moi, c'est pas seulement la crainte du viol, qui est l'identité fondamentale. C'est bien ça qu'il faut se mettre en tête. Mais c'est aussi l'idée que la femme n'est pas castrée, et spécialement la mère. C'est-à-dire cette histoire de noir et blanc. C'est pas seulement le mot jumelle qui passe d'elle à moi, ça passe d'elle à moi parce que je l'entends, c'est un signifiant, c'est de la matérialité sonore, je l'entends dans le récit de son rêve, et c'est transformé pour moi en jumelle, c'est-à-dire 2 filles semblables. Et gris, ça se transforme pour moi en marron. En remontant à la source, ce qu'il doit y avoir de commun là-dessus aussi, c'est noir et blanc. Noir et blanc qui indique quoi? Le désert, c'est-à-dire la castration, qui vient dans mon rêve sous le fait de la dame qui coupe le pain de viande. La castration en sanction
du fait d'avoir fait quelque chose d'interdit. En l'occurrence, elle a le sentiment d'avoir transgressé quelque chose d'interdit, là, au niveau de son rapport avec son analyste, et comme moi, j'avais le sentiment de faire une transgression du fait même d'avoir un désir sexuel à l'égard de ma mère. Nous sommes identiques là-dessus. Et je crois, avec tous les analysants, nous retrouvons le fond commun de l'humanité qui s'appelle le complexe d'Oedipe dans son couplage au complexe de castration. Encore faut-il ne pas s'en servir comme une théorie qui vient en plaquage dans chaque analyse, mais accepter de voir comment elle s'actualise différemment dans chaque analyse, par un mode d'identification de l'analysant à l'analyste qui peut être différent à chaque fois, et qui passe ici par cette curieuse transformation du mélange noir et blanc qui passe du gris au marron, du cheveu à l'excroissance de chair, des jumelles aux jumelles. Ça reste identique, même si ça se transforme chez moi en une autre image. Mais je dis souvent que c'est comme ça que ça se passe quand quelqu'un me raconte quelque chose, spécialement quand quelqu'un me raconte un rêve, ça suscite en moi des images. Et ces images suscitent en moi le souvenir de mes rêves. Et c'est ça qui me fait tilter au niveau d'une identification. Oui, j'identifie ces images de rêve. Et je peux donc en comprendre le sens, mais plus que le sens, quand je dis sens, là je veux dire la signification, plus que le sens qu'il y a sous le sens, c'est le transfert, c'est-à-dire le désir sexuel qui va de l'un à l'autre, et qui peut être désir sexuel d'être à l'intérieur du ventre de l'autre, aussi bien l'analysant dans le ventre de l'analyste, que l'analyste dans le ventre de l'analysante, aussi bien que désir de faire l'amour, quand je la trouve plus mignonne que d'habitude, c'est de ça dont il est question, ou désir, comme elle l'actualise dans son rêve, que l'analyste soit son phallus, soit l'organe qui lui manque. Encore une fois, tout cela a abouti néanmoins à un échec, qui est un paradoxe, parce que ça c'est une avancée formidable de l'analyse, ce que je viens de vous raconter, mais une avancée qui met à jour la crainte du viol. Or, c'est ce dont nous n'avons pas parlé dans l'analyse des rêves, autant le sien que le mien. Ça peut être l'explication de l'échec.